Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce vendredi. On va tout de suite en kiosque avec le quotidien Émergence qui met en sa une complexe sportif d'Olembe, les 55 milliards de la honte. Le journal indique ainsi qu'après avoir englouti 163 milliards de francs CFA pour ce chantier, l'État du Cameroun vient donc encore de s'endetter à hauteur de 55 milliards pour achever ses travaux. Le journal parle aussi du coronavirus. Le Cameroun va recevoir ses premières doses de vaccin dans bientôt. Le quotidien Le Messager parle du complexe sportif d'Olembe, la grosse escroquerie. L'infrastructure a déjà pris 163 milliards de francs CFA. Il vient encore bénéficier d'une nouvelle convention de crédit de plus de 55 milliards pour l'achèvement de travaux. Le journal parle aussi des dépenses publiques, le scandale des véhicules de corps de l'administration avec plus de 5 milliards de francs CFA, 5 milliards 300 millions de francs CFA affectés à l'achat de nouveaux véhicules dans ces contenus dans le journal du projet. Pourtant, depuis quelque temps, les discours officiels parlent de la réduction du train de vie de l'État. Il n'en est pas du tout, il n'en est pas du tout question de cela. Le quotidien Mutation parle du complexe d'Olembe, le chantier en accordéon. Le journal revient donc sur cette rallonge qui indique que l'État du Cameroun s'endette à nouveau pour éjecter 55 milliards pour l'achèvement de ce chantier. Le quotidien La Nouvelle Expression met en sa université de Ngaoundéré Garbégie à ciel ouvert. Opacité et irrégularité dans les procédures comptables se dénombrent en quantité dans l'exécution des dépenses publiques de cette institution financée par l'État. Et évidemment, pour la seule année 2020, le contrôleur financier de cette institution a indiqué que 700 millions de francs CFA ont été dépensés sans le moindre justificatif. Et puis, par ailleurs, l'université a dû être sommée de payer 100 millions de francs de pénalité sur les taxes qu'elle prélevait sur les différentes opérations et marchés contractés dans cette institution sans les reverser au fisc camerounais. En tout cas, c'est un article que vous découvrirez évidemment en page 3 du quotidien La Nouvelle Expression. Le journal parle aussi de cette députée qui défie la peur. L'honorable Nga Estela s'est rendu dans sa circonscription électorale du Nord-Ouest. La Chambre des comptes, un magistrat qui révise la copie, Luc Jodo, jette un regard critique sur le dispositif institutionnel en place. Voilà pour ce qui est donc du quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Jour met en sa une comment les autorités contrôlent l'exploitation minière. Certaines de ces autorités ont jouent un rôle trouble dans l'exploitation minière à l'Est Cameroun, une exploitation qui dévaste l'environnement et les écosystèmes de cette région du Cameroun. Le journal parle de contrefaçon, les consommateurs de whisky en panique, écrit le journal, depuis la découverte de la distillerie, des distilleries clandestines, les distilleries clandestines dans des quartiers, indique donc le journal. Les consommateurs de liqueurs et spiritueux sont donc sous le coup de la panique. Le journal Le Soir parle de ces projets foireux du renouveau. Le journal indique donc que mort et enterré pour certains, péniblement réalisé pour d'autres. Ces projets ont ouvert le champ. Ces projets ont donc ouvert le champ des patates des rétrocommissions et surfacturation, écrit dans le journal de Armand Bianda. On poursuit la revue de presse Le Quotidien L'économie qui parle du financement bassin du Congo, financement de l'Agence française de développement pour l'adaptation au changement climatique, le commerce, chute des exportations, café et cacao pendant la période de 2015-2019. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités du vendredi, évidemment. Georges Sémé, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes. Mais avant de vous passer la parole, évidemment, on va dire bonjour à un fidèle téléspectateur de la revue des grandes unes. Lui, c'est un véritable abonné, Sa Majesté Kotoleya de Mankoulan, du côté de Souza. Bonjour, Sa Majesté, et merci d'être fidèle au programme La Revue des Grandes Unes. Georges Sémé, bonjour et bienvenue à la Revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour à vous Jean-Paul et merci. C'est pas toutes les semaines qu'on se voit. Bien sûr, c'est très rarement que vous participez en tant que présentateur à cette émission. Je salue tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, l'actualité de la semaine qui m'a marqué, c'est bien évidemment une actualité qui n'a pas été traitée
en abondance par la presse. C'est une actualité sportive qui a trait à la participation des Lions Honda 20 à la Coupe d'Afrique qui a lieu en Mauritanie. Donc c'est une actualité qui est passée sous le boisseau. Je comprends un tout petit peu. C'est des réactions des médias. Il y a la déception du Chan. Voilà, il y a la déception du Chan, mais il y a également cette actualité qui est extrêmement troublante du côté de la FECAFOOT et qui ne donne pas envie à s'intéresser à la chose footballistique. Mais il en est quand même que ces jeunes compatriotes font un parcours assez intéressant. Avec Jean Sondé avec une nouvelle révélation. Sondé qui a inscrit encore il y a quelques jours face à l'Ouganda. Effectivement, donc je crois que un but d'une superbe splendeur, il faut le préciser. Un coup de tête formidable, malgré l'actualité qui n'est pas très bonne, l'actualité sportive qui n'est pas très bonne, on mériterait quand même à s'intéresser au parcours de ces jeunes lions qui font encore honneur au Cameroun. Ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, malgré qu'il reste un dernier match. Un match de formalité, peut-être ils pourront faire carton plein. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul Tunac, bonjour Georges Sémé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais un bonjour particulier à l'honorable maître Faustine Fotso. Vous êtes dans une somptueuse tenue à Camille. Merci pour le compliment. Comme d'habitude d'ailleurs. Non, l'honorable maître Faustine Fotso qui vient de frapper un très grand coup à Bafoussam. En faisant quoi? En se mettant à la tête de la promotion de la culture dans l'Ouest. En effet, il y a le Festival international du cinéma indépendant qui va se tenir à Bafoussam au mois de mars. Et dans la préparation de ce grand événement culturel d'ailleurs qui va donner la possibilité à la région de l'Ouest de vivifier la culture et notamment le cinéma. Maître Faustine était au milieu de cette cérémonie. Elle a même jusqu'à offrir 1 million de francs au comité d'organisation de ce festival. Moi, je pense que Maître Fausto, dont on connaît l'activisme tant sur le plan politique que social, mais là, il vient de marquer un grand coup. Mais ce qui est sûr, les politiciens ne font jamais rien pour rien, Camille. Oui, mais quand on fait dans la culture, quand on fait pour la promotion du cinéma, de ce cinéma qui peut promouvoir non seulement les valeurs culturelles, les valeurs historiques, les valeurs morales, parce qu'il est pour elle question de soutenir les cinéastes africains qui veulent, par exemple, faire des documentaires sur nos villages, sur notre histoire, sur nos coutumes. Et moi, je pense que c'est une très très bonne chose. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut attendre de cela. C'est plutôt un grand coup de main pour booster la culture. Merci Camille Nélé. Georges Sémé, l'actualité phare qui semble qu'on lit à la une de pratiquement la plupart des quotidiens, les grands quotidiens, c'est le complexe sportif d'Olimbé. Le quotidien Mutation a parlé d'un chantier en accordéon, ce jeu de mots-là. Le Messager parle de la grosse escroquerie. Émergence parle de 55 milliards de la honte. Georges Sémé, comment peut-on comprendre que 163 milliards déjà engloutis pour un complexe sportif, on prend encore une rallonge de 55 milliards? Est-ce que finalement c'est un chantier qui va consommer éternellement? Même les plus grands stades du monde n'ont pas coûté à ce montant-là. Alors, vu de Douala, je crois que le complexe sportif de Yaoundé est un chantier qui préoccupe. Vu de Douala parce que celui de Douala, Japoma, est fini depuis 2019 et a d'ailleurs accueilli une partie des matchs du Chan 2020. Alors, à Yaoundé, il y a un problème de délai. Il y a un problème de délai, mais également il y a un problème de coût de l'infrastructure. Dans les délais, il faut d'abord remonter à 2009. En 2009, nous nous souvenons que sous le ministre Edjoa, je pense, il y a eu cette Augustin Thierry Edjoa. Voilà, il y a eu cette cérémonie de pose de la première pierre de ce complexe. De 2009 à 2021, je crois qu'il y a beaucoup d'années qui a déjà bougé sous les ponts. Après la pose de la première pierre en 2009, il y a eu le démarrage officiel des travaux en mars 2017, je pense, avec un délai d'exécution de 30 mois, avec comme un cahier de charges bien connu. Un cahier de charges bien connu, complètement italien, parce que les premiers fonds engagés dans ce chantier étaient logés dans une banque italienne, la banque San Paolo. Et l'entreprise qui était en charge d'exécuter les travaux, c'était Piccini, encore une entreprise italienne. Et on a vu de temps en temps l'ex-ambassadrice de l'Italie au Cameroun faire des descentes en promettant effectivement que le chantier allait s'achever en 3 mois. Donc, dans les délais, c'est un gros scandale. Et je suis parfaitement d'accord avec la majorité des titres ce matin qui pensent qu'il y a un scandale et que c'est une honte que ce chantier phare de l'Afrique centrale, pas seulement du Cameroun, de l'Afrique centrale, ne soit pas terminé dans les délais contractuels. La question des coûts maintenant,
il y a des chiffres qui s'envolent. On parle déjà une consommation de 163 milliards de francs CFA avec ce nouvel avenant de 55 milliards de francs CFA. Mais il y a d'autres chiffres qui disent qu'on est dans les coûts initiaux. Parce que il faut quand même dire que le complexe sportif d'Olembe n'est pas seulement un stade, il s'agit d'un complexe. Et le montant prévisionnel, tout ce que ça comporte. Bien sûr, le montant prévisionnel était de 163 milliards de francs CFA, un peu plus de 23 milliards de francs CFA que celui de Douala. Donc 163 milliards de francs CFA. Et les recoupements que j'ai faits, au-delà de ce qui a été présenté par nos confrères qui disent que 163 milliards de francs CFA ont déjà été consommés, les recoupements que j'ai faits font état d'une enveloppe consommée de 113 milliards de francs CFA, initialement par le groupe Piccini. Le groupe Piccini qui malheureusement a arrêté les travaux en 2018 parce qu'ils voulaient une enveloppe supplémentaire de 28 milliards de francs CFA afin de continuer les travaux. Ils ont donc malheureusement décidé d'arrêter le chantier parce que le gouvernement, au lieu de leur donner 28 milliards de francs CFA, ont plutôt donné 4 milliards de francs CFA. Ils ont encaissé les 4 milliards de francs CFA, mais n'ont pas poursuivi les chantiers. Donc, de 113 et à 4 milliards de francs CFA, ça fait déjà 117 milliards de francs CFA. Donc, on devrait donc s'interroger sur la destination prise par les 4 milliards de francs CFA encaissés par Piccini. Et les travaux n'ont pas été exécutés. Il faut rappeler que Piccini percevait son argent d'une banque italienne, alors que Piccini même c'est une entreprise déjà italienne. Donc, le ministère des Sports, l'État camerounais a décidé de rompre le contrat avec Piccini, ce qui a fait l'entrée en scène de McGill. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a eu un accord qui a été signé entre McGill et l'État du Cameroun en janvier 2021 qui porte effectivement sur les 55 milliards de francs CFA. Revenant sur le montant décaissé à l'époque de Piccini, on était à 117 milliards de francs CFA sur les 163 milliards de francs CFA. Donc, il y a encore une marge. Donc, l'État du Cameroun a encore une marge financière, d'où la signature avec McGill d'un avenant de 50 milliards de francs CFA qui rentre encore dans le package financier de ce stade. Donc, l'accord a été signé en janvier 2021 et le décret du président de la République a suivi en février, il y a quelques jours, en février 2021, qui reste effectivement dans la marge des 163 milliards de francs CFA. Mais seulement, il y a un dépassement. Si on prend les 117 milliards, voilà, on prend les 117 milliards de francs CFA, plus les 55 milliards de francs CFA, on est déjà au-delà de l'enveloppe de 163 milliards de francs CFA. Donc, je pense qu'il y a évidemment matière à s'inquiéter sur les délais d'abord qui sont déjà extrêmement dépassés, mais également sur le surenchérissement. Mais on nous laisse penser qu'il y a eu un surenchérissement parce qu'il y a eu un surdimensionnement du projet. Il s'agit d'un complexe, mais apparemment, on y a ajouté un héliport. Dans les études, il y a tout à fait. On y a ajouté un héliport qui fait qu'il y a un surenchérissement supplémentaire. Donc, je pense qu'il y a un peu trop de flou. On fait grâce du délai, parce que dans la plupart des chantiers du Cameroun, les délais ne sont pas respectés. On fait également grâce des changements de contrat, mais on aimerait quand même avoir un aperçu sur les montants qui sont décaissés, parce qu'il s'agit bien évidemment du bien social, de l'argent. Parce que là, on se retrouve à 178 milliards. Voilà, on se retrouve à une enveloppe qui n'était pas du tout prévue. Et je vois la nouvelle expression qui parle de la Chambre des comptes ici. Je pense que la Chambre des comptes devrait bien évidemment se pencher sur cette question, afin qu'on ait quand même qu'on contrôle les fonds qui ont été dégagés dans le cadre de ce chantier, mais également que si on a encore un peu de bon sens dans la gouvernance, qu'on diligente un audit sur la gestion, pour assurer l'opinion, parce qu'il s'agit de l'argent des Camerounais. Nous avons bien besoin de ce stade qui sera l'un des plus grands stades du monde, mais nous voulons que ça se fasse dans les normes financières, mais également dans les normes des marchés publics requises. Camille Nélé, 163 milliards annoncés, on est à 178, soit 15 milliards de plus. Est-ce que ce flou qui est entretenu, parce qu'on avait cru que c'était évidemment les 163 milliards étaient épuisés et qu'il y a eu donc une rallonge de 55 milliards, comme le dit le quotidien Le Messager, est-ce que l'heure n'est pas venue de souvent communiquer, expliquer pour que l'opinion comprenne très bien ce qui se passe, que de laisser des chiffres qui se baladent dans la nature sans pouvoir apporter des précisions? Vous l'avez dit, il est inopportun de laisser les chiffres se balader dans la nature et dans les journaux.
Et parfois même, on ne vous donne pas la bonne information. Toutes les démarches que vous faites pour avoir des précisions, on ne vous les donne pas. C'est pour cela que vous le dites, vous venez de le dire si bien, il y a un problème de communication là-dedans. Cette communication, avec cette communication, il ne sera pas question de se justifier, mais au moins d'éclairer les gens et d'empêcher que les gens tombent dans les supputations, dans les spéculations et même dans les accusations excessives. Georges Semaine vient de développer de manière absolument admirable la genèse de la construction de ce stade et avec une chronologie qui rend en fait la lecture de cette affaire intelligible, parce qu'il ne faut pas seulement se contenter de 55 milliards de plus qu'on a avancé, 163 milliards déjà dépensés, mais Georges Semaine a dit d'où c'est parti, de la pose de la première pierre jusqu'à l'étape actuelle, où on verra qu'on n'est pas très très loin des estimations de départ. Mais seulement, il reste toujours un flottement. Ce flottement, on doit toujours l'expliquer. Et il est certain, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu mal-gouvernance, il y a une mauvaise gestion quelque part. Il y a eu certainement des malversations. Mais ces malversations, il faudra les établir. C'est pour cela que, moi je dis que dans les journaux, c'est bien beau qu'on voit des titres. Dans les journaux, on peut bien voir des titres, mais il faut que le lecteur ne se contente pas seulement du grand titre, mais qu'il aille maintenant beaucoup plus en profondeur dans la réalité. Ce stade coûte cher. Ce stade est très beau. Ce stade va être le plus beau d'Afrique, certainement, et même l'un des plus beaux du monde. Mais seulement, il ne faudrait pas, comme la mutation, que ce stade... un chantier accordéon. Un accordéon où on tire... qui s'allonge et se rétrécit. Mais il n'en demeure pas moins que il commence à coûter vraiment cher et surtout qu'il commence à s'étendre dans la durée. Dans un contexte où les Camerounais ont beaucoup de problèmes. N'oublions pas que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans un an. Il faudrait vraiment que si d'aventure ce stade était, d'ailleurs il est prévu pour abriter la finale. C'est l'occasion d'ailleurs. C'est l'occasion maintenant de le terminer rapidement, de le mettre en chantier, de terminer ce chantier rapidement et de l'offrir aux Camerounais et au monde entier. Oui, Georges, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste pour ajouter que s'il y a mal-gouvernance ou alors gestion très équivoque de ce chantier, il faut interroger plutôt la gestion italienne. La gestion italienne qui a duré un peu moins de 2 ans, parce que c'est à ce niveau qu'on a été mangé à toutes les sauces de mauvaise gestion. Est-ce que les Camerounais n'ont pas laissé faire? Est-ce qu'il n'y a pas des missions Effectivement, de c'est pour ça qu'on interroge la gouvernance. Et je faisais tout à l'heure allusion à la Chambre des comptes. Il faut interroger la gouvernance de ceux qui sont en charge d'initier financièrement et administrativement ce chantier. On parle en l'occurrence du ministre de l'économie. C'est lui qui est mandaté à signer les contrats pour l'État du Cameroun pour le financement de ce chantier. Mais on nous dit qu'il y a une task force qui est logée au sein de la présidence qui piloterait tout ce qui est grand chantier d'infrastructure dans notre pays. Donc, il faut questionner plutôt la gouvernance du Cameroun, mais surtout le positionnement des Italiens qui avaient la charge de conduire le chantier, mais qui avaient également... Qu'est-ce qui s'est passé? La charge de financer. Est-ce qu'il ne s'est véritablement pas passé quelque chose entre ce pays qu'on aime bien, l'Italie qu'on aime bien, mais qui très souvent abuse un peu des mafias? Mais il faut également dire que McGill... La mafia est née Elle est italienne. Elle est italienne, bien sûr. Donc McGill qui a repris ce chantier, c'est l'entreprise qui a mené à bien, sans tambour ni trompette, le chantier du stade de Bépanda. Oui, on est tous contents d'avoir un stade qui était complètement abandonné, mais qui est aujourd'hui d'une incroyable beauté, qui est en lambeau, qui est aujourd'hui d'une incroyable beauté. Et nous sommes encore contents que les Turcs de Yenugun ont parachevé le chantier de Japoma. Et nous, à Douala, on est bien content que à Yaoundé, on n'a plus les arguments pour se moquer de nous. Donc, je crois qu'il y a quand même matière à réflexion sur la gestion. La gestion. L'infrastructure est belle, mais on va donc évoluer. On quitte le stade, Camille, pour parler de cette gabégie à l'université de Ngaoundéré. Le journaliste ou alors le reporter d'Equinox Télévision a fait son travail. Le contrôleur financier, peut-être que nous ne comprenons pas très bien les termes financiers. Lorsqu'un contrôleur financier dit que pour l'année 2020, il y a 700 millions de francs CFA qui ont été dépensés sans justifier. C'est une faute de gestion, c'est un détournement, c'est quoi? Est-ce que c'est une information secrète qu'un journaliste ne devrait pas révéler, Camille? Parce que là, Madame le recteur s'est véritablement fâchée des reporters d'Equinox Télévision d'avoir dit une telle chose et que, toujours de la bouche du même contrôleur financier, on apprend que l'université de Ngaoundéré ne reverse pas
les taxes prélevées sur les différentes opérations menées au sein de cette université aux impôts, qui a dû les frapper d'une pénalité de 100 millions de francs CFA. Ce ne sont pas des faits? Je dois d'abord vous dire que les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés et en journalisme, on nous l'a appris, les commentaires sont libres. Mais je dois vous avouer que j'ai toujours relevé ce quiproquo savamment entretenu entre la faute de gestion et le détournement. Vous savez, il y a plusieurs gestionnaires de fonds publics qui ont été arrêtés à plusieurs reprises. Arrêtés d'abord pour détournement, mais au moment où l'affaire passe en justice, on trouve le moyen de transformer l'inculpation en faute de gestion. Alors ça veut dire qu'il y a une frontière diaphane entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics, et cette faute de gestion est bien évidemment est exploitée à l'envi par celui qui gère le dossier. Ce qui s'est passé avec la restitution publique de la gestion de l'université de Ngaoundéré, c'était public. Le reporter de la Nouvelle Expression n'a rien inventé du tout. Les mots ont été dits, qu'il y a 700 millions de francs dont on n'arrive pas à expliquer la destination. Et il est difficile de comprendre que, n'ayant rien inventé du tout, ayant restitué ce qui a été écouté, publiquement d'ailleurs, qu'on fasse un procès aux journalistes qui en réalité n'a accusé personne, mais a dit que le contrôleur de gestion a affirmé que. Donc c'est une affaire aujourd'hui qui démontre ce côté, cette sorte de mariage obscène qu'il y a au niveau de l'explication ou au niveau de l'appréciation de la faute de gestion et de détournement. Bien entendu, le recteur a pensé que c'était elle qu'on était en train d'accuser de détournement ou de mauvaise gestion, mais ce n'est pas sorti de la faute de la plume du journaliste, mais c'est sorti de la voix la plus autorisée, le contrôleur de gestion, qui a dit noir sur blanc qu'il y a un problème, il y a un gap de 700 millions de francs dont il n'arrive pas à trouver l'explication. Ça a été dit. Donc, il n'y a pas de procès à faire là-dedans. C'est les faits. Bon, maintenant, si certaines personnes veulent commenter des commentaires, ça c'est... Georges, mais vous comprenez ce coup de colère, cet acharnement de Madame le recteur contre le reporter d'Equinox et de la Nouvelle Expression, qui n'a fait que relayer quelque chose qui a été dit publiquement, alors, au point de dire qu'il a été acheté. Alors aussi, Madame Florence Shinje, je crois qu'il est le recteur de l'Université de Ngaoundéré, n'est pas contente qu'on fasse publicité de ses activités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, alors qu'elle est une personnalité publique, je crois qu'elle devrait plutôt démissionner. Et lorsque je parcours cet article, je me rends bien évidemment compte, comme l'a dit le doyen, que ce n'est qu'un récit de ce qui a été rapporté par le contrôleur financier. Donc, notre confrère n'a absolument rien inventé. Et il faut quand même lui faire savoir que, en l'état actuel de la pratique de notre métier, nous sommes de plus en plus prudents sur un certain type d'informations. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que beaucoup de journalistes ne sont plus tenus devant les tribunaux ou alors ne font plus l'actualité devant le Conseil national de la communication. Tout à fait. Tout simplement parce que nous prenons toutes les précautions pour relayer certains faits. Tel que c'est le cas aujourd'hui, le contrôleur financier a fait état de certaines irrégularités. Et Mme Florence Shinje n'est pas la première qui fait la une d'un journal sur des faits qui ont été rapportés par certains journalistes sur la base des éléments qui ont été mis à leur disposition. Donc, si elle a à s'en prendre, c'est peut-être à elle-même, à sa gestion qui a été remise en cause par le contrôleur financier qui dépend, comme on le sait, du ministère des Finances. Qui a d'ailleurs refusé d'accorder une rallonge pour éponger un certain nombre de dettes. D'accord, donc le conflit n'est pas entre le recteur et le journaliste, mais plutôt entre le contrôleur financier qui dépend du ministère des Finances et elle, le recteur, qui devrait absolument se rapprocher des personnes concernées pour se justifier. Et quand même, ça ne pourrait pas passer sous le boisseau. Les universités au Cameroun sont placées sous le régime des établissements publics administratifs. Et de ce régime, ils sont assujettis au contrôle de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes devrait, et je reviens encore sur ce titre qui est fort intéressant de la Nouvelle Expression, sur l'objet même, l'utilité de l'activité de la Cour des comptes. Est-ce qu'elle fait
Elle remplit véritablement sa mission. Non, voilà un cas. Voilà un sujet. Voilà un grand mood, l'université de Gaoundéré, où elle pourrait s'intéresser, aller voir si établir les responsabilités. effectivement il y a eu faute de gestion ou alors d'étudiant des fonds publics sur la base de ce qui a été rendu sur la place publique par le contrôleur financier. Camille, peut-être comme on n'a plus assez de temps, on sort de ce sujet. Le quotidien, le Messager a évoqué un sujet ici, l'achat des véhicules administratifs. 5 milliards de francs CFA pour 2021, 5 milliards 300 millions pour 2021, avec un certain nombre d'administrations qui sont d'ailleurs les plus équipées en véhicules. En même temps, on tient le discours officiel, il faut réduire le train de vie de l'État. Camille, 5 milliards, c'est pas beaucoup? Il faut réduire le train de l'État. Je n'ai pas lu cet article, mais je me demande si, effectivement, on a fait une comparaison entre le budget de 5 milliards de cette année et le budget de l'année dernière, et le budget des années précédentes. Je n'ai pas lu l'article. C'est pour ça que j'ai du mal à émettre un avis. Mais moi, je dis que le chef de l'État l'a dit, et l'urgence même de la conjoncture même en fait une urgence. Il faut effectivement réduire le train de l'État, parce que quand on regarde les dépenses somptuaires que fait l'État chaque jour pour faire face aux réalités sécuritaires, aussi bien dans le nord, dans l'extrême nord, dans la Damawa, c'est-à-dire qu'il faut effectivement se serrer la ceinture quelque part. Donc moi, je n'ai pas lu cet article, mais 5 milliards, c'est beaucoup. Mais maintenant, 5 milliards par rapport à quoi? L'année dernière et l'année d'avant. Il faudrait savoir. Georges? Alors, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait réduire le train de vie de l'État qui est assez princier. Mais je pense également que... il faut faire l'essentiel. Je milite pour un État fort. Il faut que l'État ait les moyens nécessaires pour asseoir son autorité. Je crois que cette autorité s'est fort estompée ces dernières années, et il devrait avoir les moyens pour asseoir cette autorité. Et parmi ces moyens, c'est bien évidemment les véhicules. Et la question fondamentale à se poser, c'est est-ce que le budget de 5 milliards est en réduction, en baisse par rapport à celui de 2020? Je crois que 5 milliards, c'est bien, mais il faut qu'on cherche à savoir si il y a une réduction. Est-ce que le fait que des administrations quand même qu'on sait, qui sont dotées de véhicules, et que c'est des véhicules flambant neufs, et on suppose qu'une Prado, je sais pas moi, une grosse cylindrée, sa durée de vie est quand même assez longue, qu'on se retrouve à changer régulièrement. Quand vous prenez une commission comme la Commission nationale du bilinguisme, 60 millions pour les véhicules, vous vous rappelez, il y a 1 an ou 2 ans, le même débat avait fait. Est-ce qu'il y a du nouveau personnel qui est recruté là-bas tous les jours et qu'il faille à tout prix... Alors, c'est un matériel périssable. Je sais que les véhicules, ce sont des outils de mobilité qui s'amortissent, bien évidemment. Et puisque nous sommes dans le budget, il faut juger de l'opportunité de la dépense. D'abord, s'il y a opportunité de la dépense, je crois qu'il est tout à fait loisible que cette administration se dote de véhicules. Mais également, je disais tout à l'heure que je suis partisan d'un État qui a tous ses outils pour asseoir son autorité. On ne peut pas demander à un préposé du service public d'aller faire son travail alors qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour l'effectuer. Donc, s'il y a opportunité d'allouer ces véhicules à cette administration, je crois que le débat est plutôt un débat qui sonne un peu faux. Camille, je voudrais prendre un fait de société sur ce Mororo qui a été interpellé. Ça fait 14 mois qu'il est à la prison de Foumban, et on l'accuse d'abus de confiance. Mais le journal révèle qu'il a été auditionné, il est Mororo, il ne parle ni français ni anglais, il ne sait ni lire ni écrire. On lui a fait signer des procès-verbaux. Est-ce que face à une pareille situation, on ne devrait pas tenir compte d'un justiciable ou de quelqu'un qui est devant une unité de gendarmerie et qui ne comprend pas très bien ce qu'on lui dit? Mais l'unité de gendarmerie, le problème est simple. Donc, il s'agit de quelle unité de gendarmerie? Donc maintenant, pendant que lui, il ne parle ni français ni anglais, on n'avait qu'à faire venir un Bororo de sa communauté pour que ce Bororo puisse corroborer et dire que non, ce qui a été dit est comme ça, ce qu'il a dit, voici ce qu'on lui a demandé. Et ça n'a pas été fait. On ne sait pas. Vous savez, ce genre d'histoire compliquée, parce qu'on se retrouve face à un rébus. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne parle ni français ni anglais, juste Bororo, et pourquoi est-ce que ne t-on donc pas aller chercher le Bororo? Si c'est le cas, si ce monsieur n'a pas eu face à lui quelqu'un capable de traduire ce qu'il dit et de lui traduire ce qu'on est en train de lui faire écrire devant le procureur de la République ou devant le président du tribunal, cette procédure s'annule. Donc moi je pense que là aussi, le journaliste qui
qui met cette information à la portée du public d'évoluer aller un peu plus loin, certainement, et se rapprocher. Il allait à la brigade de gendarmerie. Maintenant, il faut donc que la famille de ce Bororo, aucun collectif d'organisation, puisse maintenant toucher le procureur de la République et le président du tribunal pour démontrer voir clair dans cette affaire. Le départ de cette affaire est assez flou. Merci, cher monsieur Georges Sébé. Merci pour votre brillante participation à ce début, à cette émission de la Revue des Grandes. Pour féliciter le joli accoutrement des doyens. Un chapeau melon en cuir et puis une veste en cuir, c'est formidable. Je suis en deuil, et même le pantalon en cuir. Je suis en deuil. Merci, cher monsieur. Merci à Camille Nélé d'avoir participé à cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision. Rendez-vous lundi pour une autre édition de la Revue des Grandes Unes.